Famille, l'histoire de ce frère ivoirien m'a tellement troublée. J'estime que c'est une vidéo que tout le monde doit regarder, même si tu n'aimes pas ma personne, l'histoire de ce frère pourra te sauver. Et pour ce fait, pour être sûr que je vous donne tout, je vais présenter son histoire d'une manière différente à ce que j'ai l'habitude de le faire. Vous savez que j'ai l'habitude de m'approprier les histoires et de les raconter, mais l'histoire du frère était tellement intéressante que je pense qu'il vaudrait mieux que pour ne oublier aucun détail, je vais la lire direct parce que les faits se passent en Côte d'Ivoire. Voici l'histoire du frère. En février 2018, j'avais 26 ans. Je vivais à Abidjan, dans le quartier d'Abobo, avec ma famille. À cette période, ma vie était simple, stable. Je travaillais comme manager dans une épicerie fine située dans un centre commercial à Cocody. J'aimais ce travail, j'aimais les responsabilités qu'on me confiait, le contact avec les clients, le sentiment d'avancer honnêtement dans ma vie. Dans mon quartier, les gens me connaissaient depuis longtemps. Je n'étais pas quelqu'un à problème, j'étais calme, respectueux, toujours présent pour mes proches. Je menais une vie normale, une vie tranquille. Rien ne laissait imaginer que tout allait s'effondrer en quelques jours. Le 6 février 2018, j'étais en repos. Vers 10 heures, je reçois un message WhatsApp d'une amie. Elle m'annonce qu'un coiffeur connu serait décédé. Je ne connaissais pas cet homme personnellement, seulement de nom. Je lui demande comment elle a eu l'information. Elle m'explique qu'une personne de son entourage habite dans le même immeuble et que la police était sur place. À ce moment-là, il y avait aussi un contexte particulier. D'autres affaires violentes avaient déjà choqué l'opinion. Les réseaux sociaux s'enflammaient vite. Les gens parlaient, spéculaient, cherchaient à comprendre. C'est dans cet état d'esprit que j'ai publié un message sur Facebook pour demander si d'autres personnes avaient entendu parler de cette information. Je n'accusais personne, je n'affirmais rien, je posais une question. Après cette publication, certaines personnes m'ont écrit pour me demander comment j'étais au courant. J'ai répondu honnêtement, je ne connaissais pas cette personne, c'était une amie qui venait de m'informer. Pour être transparent, j'ai même envoyé la capture de notre conversation. Je n'avais rien à cacher, rien à dissimuler. Je n'imaginais pas une seule seconde que cette simple publication allait suffire à faire de moi un homme à abattre aux yeux du public. Très vite, j'ai ressenti un malaise. Les réactions devenaient nombreuses, insistantes, étranges. J'ai préféré supprimer la publication. Pour moi, tout s'arrêtait là. Mais en réalité, tout commençait. Le 8 février au soir, j'allume mon téléphone après l'avoir laissé en charge et là, ma vie bascule. Je découvre ma photo associée à celle du coiffeur. Des publications affirmant que je suis impliquée dans sa mort. Les messages arrivent en masse. Les appels, les insultes, les menaces. Des gens que je ne connais pas me contactent. D'autres m'accusent directement. Je répète encore et encore que je ne connais pas cet homme, que je n'ai jamais eu de contact avec lui, que je n'ai rien à voir avec cette histoire, mais personne ne m'écoute. Et ce ne sont pas seulement quelques internautes isolés qui participent à cette destruction. Très vite, de très grands journaux, de très grands magazines, de très grandes pages très suivies en Côte d'Ivoire reprennent l'affaire. Mon nom est publié, mon image est diffusée, ma photo circule partout. Des médias connus, des journaux célèbres, des plateformes très suivies relaient mon arrestation et mon implication supposée comme si tout était déjà établi. Comme si ma culpabilité allait de soi. Personne ne prend le temps de vérifier. Personne ne cherche à savoir si les informations sont vraies. Personne ne se demande ce qu'il y a derrière l'image qu'on expose à toute une nation. En quelques heures, je ne suis pas un être humain, je deviens un nom, un visage, une accusation, un récit fabriqué par les rumeurs, amplifié par les réseaux sociaux, confirmé dans la tête des gens par les médias. Certaines personnes vont jusqu'à m'attribuer une relation avec la victime. On me colle une autre étiquette, extrêmement lourde dans le contexte social où je vivais. Cela a aggravé encore davantage les choses. Pour moi comme pour ma famille, sans preuve, sans fondement, sans humanité. Le 9 février 2018, malgré tout, je décide d'aller travailler. Je me dis que je n'ai rien fait,
que la vérité finira par sortir, que cette folie va s'arrêter. Mais ce jour-là, ma vie s'arrête. Sur mon lieu de travail, en pleine journée, pendant que je travaille, 2 hommes en tenue civile s'approchent de moi. Ils me demandent si je suis bien Narcisse V. Je réponds oui. Ils me disent qu'ils sont de la police et que je dois les suivre. Aucune explication, aucune information, aucune possibilité de prévenir ma famille. On prend mes téléphones, mon sac, on me fait sortir. À l'extérieur, quand je vois les armes, une peur violente m'envahit. Avec tout ce qui circulait déjà sur Internet, avec tout ce qui se disait déjà sur moi, j'ai cru qu'on allait me faire du mal. J'ai paniqué, j'ai crié que j'étais innocent. Ils m'ont plaqué au sol et menotté devant tout le monde, devant mes collègues, devant mes collaborateurs, devant mes clients, devant des personnes qui me connaissaient, qui me respectaient. Cette scène a été d'une violence indescriptible, une humiliation publique, un traumatisme qui me poursuit encore aujourd'hui. On m'amène ensuite à la police judiciaire. Là-bas, les interrogations commencent. On me pose les mêmes questions encore et encore. Est-ce que je connaissais la victime? Est-ce que j'avais un lien avec elle? Je réponds toujours non, parce que c'est la vérité. Je montre même la capture de la conversation avec l'ami qui m'avait informé. J'explique exactement ce que j'ai expliqué depuis le début. Je ne connaissais pas cet homme. Je n'avais aucun lien avec lui. J'ai simplement relayé une information que j'avais reçue. Mais très vite, j'ai compris qu'on ne cherchait pas seulement à comprendre, on cherchait à me dire quelque chose. J'ai subi des graves violences, j'ai été frappée, j'ai été humiliée, on m'a persécutée pour obtenir des aveux. On voulait me faire dire des choses que je n'avais pas faites. À certains moments, on m'a obligée à me déshabiller partiellement. Ce que j'ai vécu là-bas m'a marqué à vie. Ce ne sont pas seulement des souvenirs douloureux, ce sont des blessures profondes, des blessures qui vivent encore en moi, des images qui reviennent, un traumatisme que je porte jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses que je ne souhaite à personne. Et pendant que je vivais cela, dehors, la machine continuait. Mes téléphones avaient été confisqués, mais mes comptes étaient toujours connectés. Je n'avais supprimé aucun compte parce que je ne me reprochais de rien. Je n'avais rien fait, je n'avais rien à cacher. Mais pendant que j'étais détenue, des gens partaient commenter toutes mes photos, toutes mes publications. Ils m'insultaient partout. Ils insultaient aussi mes proches, les personnes visibles sur mes images, mes amis, ma famille. Des gens fouillaient mes profils pour venir déverser leur haine. Même certains proches ou certaines connaissances ont retourné leur veste. Même des personnes qui me connaissaient ont commencé à douter, m'accuser, à s'éloigner. C'était une violence totale. Violence physique, verbale, psychologique, médiatique, sociale. Après mon arrestation, les autorités ont pourtant pris le temps de faire des vérifications approfondies. Elles ont consulté mes appels, mes messages, mes réseaux sociaux. Elles ont cherché à savoir si j'avais eu le moindre lien avec la personne décédée. Le résultat était clair. Aucun lien, aucun échange, rien du tout. Malgré cela, je suis restée en détention. Le même 9 février, une perquisition est menée au domicile de mes parents. On m'y ramène menotté. Dans le quartier, tout le monde est là. Ma mère, ma soeur, les voisins, des agents armés arrivent comme s'il s'agissait d'arrêter un grand criminel. Tout le quartier est choqué, ma famille est terrorisée, les policiers fouillent partout, ma chambre, mes affaires, mes vêtements, ils ne trouvent rien, absolument rien. Mais là encore, le mal est déjà fait. On m'a exposé dans mon propre quartier comme un coupable. On a humilié ma famille, on a installé la peur dans notre maison. Je reste détenue jusqu'au 14 février 2018. Ces quelques jours m'ont paru interminables. La seule présence qui m'a tenue un peu debout, c'est celle de ma sœur qui venait m'apporter à manger malgré les regards. Malgré les injures qu'elle subissait, elle aussi, elle n'a pas abandonné. Mais moi, intérieurement, j'étais déjà en train de m'effondrer. Le 14 février, on m'annonce que je suis libre. Sans véritable explication, on me rend mes affaires et je sors. Mais dehors, rien n'est terminé. Au contraire, le vrai cauchemar commence. Les grands médias, les journaux, les magasins, les grandes pages avaient diffusé mon arrestation. Ils avaient diffusé mon nom, mon image, mon visage, mon histoire déformée. Ils avaient participé à convaincre l'opinion publique que j'étais coupable. Mais quand j'ai été libérée, il n'y a pas eu la même force pour dire mon innocence. Il n'y a pas eu la même visibilité, il n'y a pas eu la même mobilisation. On publie facilement l'accusation, on oublie facilement la vérité. Dans l'esprit des gens, quand la police arrête quelqu'un, c'est qu'il est coupable. Alors dans la tête de beaucoup, je le suis resté.
Quand je suis rentrée chez moi, je ne pouvais plus vivre normalement, je ne pouvais plus sortir, je passais mes journées enfermée. Mes parents eux-mêmes ne voulaient plus que je sorte tellement ils avaient peur, tellement ils étaient traumatisés, tellement nous avions été pointés du doigt. Comment aurais-je pu, dans un tel état, aller porter plainte? Avec quelle force, avec quel esprit, vers quelle institution aurais-je pu me tourner alors que j'étais détruite, terrorisée, brisée par ce que je venais de vivre? Les gens disent souvent pourquoi tu n'as pas porté plainte, mais ils ne savent pas ce que j'étais devenue. Je n'étais plus moi-même, j'étais sous le choc, j'étais dans la peur, j'étais dans la honte, j'étais dans le traumatisme. Mes proches m'avaient presque tous abandonné. Je vivais enfermée avec mes parents, écrasée par le regard des autres, incapable de penser clairement. À ce moment-là, la seule pensée qui venait dans ma tête, c'était de mettre fin à ma vie. Pas d'aller déposer une plainte, pas de lancer un combat judiciaire, juste arrêter de souffrir. C'est cela aussi qu'il faut comprendre. Quand une personne sort d'un tel drame, ce n'est pas un héros de tribunal, ce n'est pas une machine, c'est un être humain détruit qui essaie juste de survivre. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu des proches, j'ai perdu ma tranquillité, j'ai perdu ma sécurité, j'ai perdu une part de moi-même. J'ai dû quitter mon quartier à un moment, je n'en pouvais plus. J'ai dû partir pour me protéger. Pendant un temps, j'ai été hébergée ailleurs, puis je n'avais plus les moyens. J'ai dormi là où je pouvais, chez des gens, dans des marchés, dans des maisons inachevées. Je me cachais, je survivais. Même lorsque j'essayais de reprendre une vie normale, il suffisait qu'on me prenne en photo pour que l'image reparte sur les réseaux sociaux avec des commentaires, des moqueries, des accusations, comme si cette histoire refusait de me laisser vivre, comme si je n'avais jamais le droit de redevenir simplement un homme. Après ma libération, le véritable coupable a été arrêté. Une vidéo de ses aveux a été diffusée, mais son visage était flouté. On ne voyait pas clairement qui il était et à cause de cette confusion, des personnes ont commencé à afficher ma photo à côté de cette vidéo en disant qu'il s'agissait de moi, que c'était moi qui parlais, que c'était moi qui avouais. C'est faux, totalement faux, mais dans l'esprit de beaucoup, c'était encore moi. Des années ont passé, mais la souffrance ne s'est pas arrêtée. En 2023, un youtubeur vivant au Maroc a repris cette histoire. Il n'a pas vérifié les faits. Il n'a pas cherché à savoir si ce qu'il racontait était vrai. Il a repris les faux récits, les mensonges, les versions inventées qui circulent sur Internet et il les a racontés comme s'il s'agissait de la vérité sur moi. Il a transformé les rumeurs en récits officiels. Quand nous avons essayé d'entrer en contact avec lui pour lui demander de supprimer ses contenus, il ne l'a pas fait. Au contraire, il m'a insulté, il m'a menacé, il a continué. En 2025 encore, à l'occasion d'autres drames évoqués sur Internet, des personnes citaient mon histoire comme exemple en disant que les coupables sont arrêtés puis libérés, qui vivent tranquillement en Europe, qui sont dehors. Ils parlaient de moi encore, comme si des années après, j'étais toujours resté ce coupable imaginaire dans la tête des gens. Voilà pourquoi cette histoire ne s'est jamais arrêtée en 2018. Voilà pourquoi je ne peux pas passer à autre chose comme on me le demande parfois. Ce n'est pas un souvenir ancien, c'est une douleur actuelle, un poids vivant, un combat que je mène depuis des années, souvent seul avec peu de soutien. Même au niveau de ma famille, la peur a dicté beaucoup de choses. Mes parents avaient peur des représailles, peur de nous exposer davantage, peur de ce qui pouvait arriver si nous insistons dans notre réalité. Quand on a été arrêté par une institution de l'État, quand on a déjà vécu un tel traumatisme, parler, dénoncer, réclamer, ce n'est pas simple. Cela demande un courage immense et parfois les familles demandent seulement une chose, survivre et éviter que le pire n'arrive encore. En 2025, grâce à une interview accordée à Brut, j'ai enfin pu m'exprimer plus officiellement pour la première fois. Des personnes ont entendu ma version, des gens m'ont soutenu, des gens ont compris, mais même là, tout le monde n'a pas accueilli ma parole avec humanité. Certains ont continué à me condamner, certains ont dit que c'était ma faute, que je n'aurais pas dû parler d'une histoire qui ne me regarde pas, que je n'aurais pas dû évoquer la mort de quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'étais responsable de ce qui m'était arrivé, comme si la morale de cette histoire était « il ne faut pas parler ». Non, la morale de cette histoire n'est pas qu'il faut se taire, la morale de cette histoire
c'est qu'on ne doit pas accuser injustement, qu'on ne doit pas condamner quelqu'un sans preuve, qu'on ne doit pas détruire la vie d'un être humain parce qu'une rumeur circule, qu'on ne doit pas publier un nom, un visage, une photo sans vérifier, qu'on ne doit pas faire de l'audience, des clics, des vues sur le dos d'un innocent, et que lorsqu'une personne a été accusée à tort, il doit y avoir vérité, réparation, accompagnement, reconnaissance. On ne peut pas salir quelqu'un publiquement puis le libérer comme si de rien n'était. On ne peut pas briser une vie puis demander à la victime d'être fort en silence. On ne peut pas humilier un homme, salir sa famille, le priver de son travail, le forcer à fuir, le plonger dans des idées suicidaires et ensuite lui demander pourquoi il n'a pas immédiatement porté plainte, pourquoi il n'a pas réagi comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, beaucoup de victimes ne parlent plus. Elles se taisent parce qu'elles ont peur d'être jugées, parce qu'elles ont peur qu'on retourne encore la faute contre elles, parce qu'elles savent que dans cette société, même quand on est victime, on peut encore être traité comme un coupable, parce qu'elles savent que la violence verbale détruit autant que d'autres violences, parce qu'elles savent que l'humiliation publique laisse des traces que personne ne voit, mais qui rongent l'âme. Et parfois, certaines personnes ne survivent pas. Certaines se donnent la mort, certaines sombrent en silence, certaines restent debout seulement en apparence, alors qu'à l'intérieur, tout s'est déjà effondré. C'est pour cela que la justice ne doit pas être réservée à quelqu'un. La justice ne doit pas être un luxe. La justice ne doit pas dépendre de l'argent, des relations, du statut social. La justice doit aussi exister pour des personnes seules, pour des personnes vulnérables, pour celles qu'on a déjà écrasées, pour celles qui n'ont plus de voix. Moi, aujourd'hui encore, je regarde dans mon téléphone des captures d'écran, des publications, des injures, des commentaires, des images de tout ce que j'ai subi. Ce sont des morceaux de douleur, des preuves d'une violence qui n'a jamais été simplement un mauvais moment, mais un arrachement profond, durable, humiliant. Et parfois, je regarde tout cela et je me demande moi-même comment j'ai fait pour survivre. Je suis innocente, je l'ai toujours été, mais mon innocence ne m'a pas protégée. Elle n'a pas empêché l'arrestation, elle n'a pas empêché les coups, elle n'a pas empêché l'humiliation, elle n'a pas empêché les médias de publier mon nom et mon visage. Elle n'a pas empêché des rumeurs de continuer pendant des années, elle n'a pas empêché la destruction de ma vie. Aujourd'hui, je ne demande pas la pitié, je demande qu'on entende enfin ce que cette justice m'a coûté. Je demande qu'on reconnaisse la violence de ce que j'ai vécu. Je demande qu'on comprenne qu'on ne joue pas avec la réputation, avec le nom, avec la dignité, avec la vie d'un être humain. Je demande qu'on attende aussi le message derrière mon histoire. Il faut arrêter de condamner avant de vérifier. Il faut arrêter de transformer les victimes en coupables. Il faut arrêter de laisser les innocents porter seul le poids d'une accusation qu'ils n'ont jamais méritée. Parce qu'une rumeur peut tuer socialement, parce qu'une humiliation publique peut détruire une âme, parce qu'un homme innocent peut être abandonné par tous, et parce qu'aucune société ne devrait considérer cela comme normal. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour faire du bruit, ce n'est pas pour dire la vérité, ce n'est pas pour défendre ma dignité, c'est pour rappeler qu'un innocent ne devrait jamais être condamné à vivre toute sa vie sous le poids d'un mensonge. Ceci est l'histoire du frère Narcisse V. Mon frère, je te remercie pour ton récit. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écrire tout cela. Seule une personne innocente peut prendre ce temps-là. Là, c'est parce que je lisais, mais sinon son message était très clair et son message était très long. Et j'espère que vous avez vraiment compris ce qu'il voudrait qu'on puisse comprendre. Il y a certaines choses qui se passent et nous tous, nous savons comment est-ce que chez nous, là-bas, ça se passe. Parfois, on va te faire ce qu'on a fait aux frères, mais ce qui est le plus énervant dans tout ça, c'est que quand il faut t'arrêter, il y a tous les projecteurs. Quand il faut maintenant laver ton image, il n'y a personne. Partage cette vidéo, histoire de faire partager son histoire, si ça peut aider à rétablir au moins son image. Quoi que vous l'auriez compris, il y a des blessures qui ne s'effacent pas, il y a des cicatrices qui ne cicatrisent pas. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.